De retour à la Maison de l'Océan à Paris, nous allons ouvrir notre prochaine table ronde sur la thématique du logement. Pour en parler avec nous sur la scène de cet amphithéâtre, je vous présente nos invités. Je vous prie d'accueillir Hervé Tonnerre, directeur des Outre-mer et directeur régional Pacifique à la Caisse des dépôts et consignations. À vos côtés, il y a Audrey Bélim, sénatrice de La Réunion, qu'on peut applaudir également. Et pour vous accompagner tous les deux, il y aura Nicolas Bastuc, journaliste au Point, qui mènera les débats. Nicolas, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à nos invités. Bienvenue à la Maison de l'Océan. En fait, ce débat est un peu le prolongement du précédent. En tout cas, il y a des ponts évidents entre les deux thématiques. D'abord, un petit point quand même sur la situation. On a vécu ces derniers mois une succession de crises dans les territoires ultramarins, crise sociale aux Antilles, crise institutionnelle et même insurrectionnelle en Nouvelle-Calédonie, crise climatique et catastrophe à Mayotte, et puis crise économique un petit peu partout. Vous me disiez, monsieur Tonnerre, pardon, je vous donne la parole pour commencer, que les crises, finalement, on les a un peu toutes eues. Quel regard vous portez sur ces derniers mois ? Oui, tout à fait. Hein. Puis vous résumez totalement. Malheureusement pour les Outre-mer, qui ont toujours eu un certain nombre de difficultés, mais là, on cumule des événements à la fois exceptionnels par leur intensité, qui frappent l'ensemble, j'allais dire, des trois bassins. C'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a aucun bassin qui est exonéré. On voit qu'on a des sujets qui étaient pas anticipés, mais on commençait à avoir des prémices qui deviennent un peu excessifs. Hein. Le cyclone à Mayotte, tout le monde sait qu'à un moment, il y avait un risque, mais peut-être pas à ce niveau de densité. L'exacerbation des tensions sociétales, on le retrouve partout. Et le lien entre ce qu'on fait, à un moment, on va parler d'une thématique du logement, mais je pense que la sénatrice le dira certainement mieux que moi, mais à un moment ou à un autre, le logement fait partie aussi du pacte républicain au sens le plus fort du terme. C'est un des droits principaux. Et lorsqu'on a un logement et que ce logement est qualitatif et que ce logement, en plus, il est accessible en termes de niveau de loyer ou d'acquisition, ça participe aussi à une forme de sérénité et puis également une forme aussi de cadre économique. Et le logement lui-même, on pourra peut-être en revenir aussi, c'est une donnée économique. C'est-à-dire, le logement lui-même est un facteur de développement économique, dont le logement social, qui est plutôt le regard qu'on porte Caisse des dépôts comme à la fois financeur ou comme opérateur. Oui, sur cette année, Madame Bélim, donc sénatrice, je féminise, hein, de la Réunion, sénatrice PS. Quel regard portez-vous sur cette annus horribilis là, que nous avons connue, cette année un peu noire dans les territoires ultramarins ? Eh bien, écoutez, je pense que cette situation qui s'exacerbe avec ce phénomène de crise multiple, nous avions ces préfigurations depuis longtemps. Et je vais me permettre, par exemple, juste de faire un constat rapide sur le logement lui-même. Les Outre-mer, nous l'avons dit depuis ce matin, c'est près de 2,7 millions d'habitants. Et c'est un parc de 900 logements pour ces 2,7 millions d'habitants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de nos ménages sont éligibles au logement social dans les Outre-mer et que seulement 15% des ménages y habitent. Donc c'est un parc de 160 000 logements sociaux. Cela signifie quoi ? Cela signifie qu'il y a une véritable inadéquation entre l'offre et la demande. Il y a une véritable inadéquation entre les revenus moyens dans nos territoires, mais également au coût des loyers que l'on a sur nos territoires. Et cela, finalement, accentue aussi notre crise du logement parce que du fait de notre éloignement, du fait de notre insularité, du fait finalement qu'on doit tout importer depuis la France continentale, depuis l'Europe, tout cela accentue finalement la politique même de construction. Et indépendamment, on ne peut pas y dissocier la politique de logement. Alors vous me disiez en préparant ce débat que sur l'île de la Réunion, les loyers pouvaient atteindre assez facilement des niveaux proches des grandes agglomérations du continent, voire de l'Île-de-France. Exactement. On en est vraiment là. On en est là. Et est-ce que c'est spécifique à la Réunion
ou est-ce que c'est le cas dans les autres territoires? Alors, vous avez dans d'autres communes, notamment aux Antilles, alors vous m'excuserez, malheureusement, je n'ai pas retenu le nom de la commune, mais et en tant que réunionnaise, moi j'ai vu la ville de Saint-Denis et la ville de Saint-Paul appeler de ses voeux, et à travers une motion prise dans leur conseil municipal, à un encadrement des loyers dans le secteur privé, puisque le loyer moyen dans ces villes est équivalent à celui, par exemple, pratiqué à Montpellier. Nous avons eu, à La Réunion, très précisément, en l'espace de 5 années seulement, une augmentation de 31% des loyers dans le privé. Ce qui est énorme, puisqu'il n'y a pas eu, dans nos territoires, une augmentation de près de 31% de nos revenus, par exemple. Donc, ça reste exactement très compliqué. Monsieur Tonnerre, vous avez cette jolie formule qui en même temps est forte et veut bien dire ce qu'elle veut dire. La question du logement dans les territoires ultramarins est une question à fleur de peau, dites-vous, extrêmement sensible. Oui, parce que je rebondis sur ce que dit la sénatrice. Et en fait, une institution comme la nôtre, qui depuis 1890, c'est pour ça que je rappelle cette date, s'occupe du logement social. Et la sénatrice l'a bien dit, sur l'ensemble de l'outre-mer, on considère que le logement social, et puis le terme qu'utilisent de manière plus globale nos amis, par exemple, polynésiens, le logement aidé, avec toute la gamme, parce que ça peut être du très social au logement social et intermédiaire. Mais cette gamme-là sur laquelle nous on se positionne, c'est près de 80% de la population. 80% de la population, c'est énorme. C'est à la fois des gens qui peuvent être des publics fragiles, fragiles financièrement, fragiles pour des handicaps, fragiles pour des situations familiales, mais c'est aussi des actifs, des personnes en besoin de formation. Et donc nous, on a un rôle fort là-dessus. Et je reviens sur une thématique. Le gouvernement polynésien donc, se saisit maintenant de manière très volontariste, et c'est un travail qu'on accompagne à leur côté, sur la politique du logement aidé. Puisqu'à un moment, l'analyse que faisait le gouvernement polynésien et que partagent énormément d'acteurs en Polynésie, c'est qu'on avait un facteur de crispation sociale et un facteur de goulet d'étranglement économique. Si vous ne pouvez pas vous loger dans conditions décentes à un prix accessible, et si en plus vous logez loin avec des trajets, parce que l'île de Tahiti, c'est un peu comme l'île de la Réunion, c'est une île volcanique avec comme voilà. Donc si on part dans la mauvaise heure, les embouteillages en outre-mer, je pense qu'un certain nombre les connaissent. C'est surprenant parce que souvent on a l'image embouteillage parisien ou des grandes villes de l'Hexagone, mais en outre-mer, ça peut être un vrai sujet. Il y a des gens qui vivent mal. Et ça peut créer des tensions. Et en même temps, on le voit aussi, et c'est tous les sujets. Nous, on a cette action d'accompagnement, donc d'un renouveau de la politique du logement en Polynésie, mais on a aussi cette nécessité pour nous d'accompagner les acteurs du logement social en Nouvelle-Calédonie, parce que la crise les a fragilisé le modèle économique, mais totalement. Vous avez un taux d'impayés, vous avez un taux de vacances qui fait que le modèle économique ne fonctionne pas. Donc comment est-ce qu'on peut essayer de mettre des dispositifs partenariaux pour maintenir, et on voit bien qu'il y a eu un ensemble de cités compliquées qui ont besoin d'intervention de dérégulation, et on a sur tous les outre-mer à répondre à des besoins. Alors je ne vais pas citer Mayotte où la situation est paroxystique, mais j'ai habité la Guyane, on voit la démographie. La Réunion n'a pas encore complètement eu sa transition démographique, donc elle a quand même besoin encore de produire sur un foncier qui est quand même restreint avec toutes les limites. Et même sur les outre-mer qui sont en déprise démographique, on a des tas de sujets dans des tas de rapports, d'ailleurs, que ce soit parlementaires ou d'autres institutions du CESE, que ce soit les thématiques du foncier et autres. Donc notre légitimité, notre rôle, et c'est pour ça que je remercie le point de nous dire, c'est que nous, un de nos métiers de base de la Caisse des dépôts, c'est vraiment le logement social et le logement aidé. C'est vraiment dans notre génétique. Je rappelle que l'an dernier, mais le chiffre, je ne parle pas esprit en franc Pacifique, la Caisse des dépôts a mobilisé en prêt l'an dernier sur l'ensemble du territoire national pour le logement uniquement, 23 milliards d'euros. À côté, on est aussi opérateur à travers nos filiales, qui intervient d'ailleurs à La Réunion, et on gère comme opérateur bailleur, 100 000 logements sociaux en Outre-mer. Et on a aussi des dispositifs d'appui, de conseil aux collectivités autres, ou
Vous voyez bien les actions qui sont un peu dérogatoires qu'on a pu faire dans le Calédonie et qu'on devrait faire à Mayotte. Mais vraiment, sujet de fond, je partage avec la sénatrice. Tout à l'heure, il y avait la thématique de la vie chère. Il y a des tas d'autres thématiques et il faut que nous, comme opérateurs, donc nous, on laisse aux politiques le champ des grandes décisions. On ne va pas aller sur ce terrain-là. Nous, on essaye de faire en sorte que les gens qui sont sur cette thématique du logement, qui construisent, qui opèrent, qui interviennent, puissent avoir des moyens à travers notre action et celle d'autres partenaires ou la mobilisation des fonds européens, par exemple. Alors cette crise du logement qui est plus aiguë encore dans les territoires ultramarins que sur le continent, elle a des causes. Je crois que vous en avez identifié un certain nombre, pour l'un comme pour l'autre. Monsieur Tonnerre, vous me parliez de la précarité, de la démographie et de la rareté. Ce sont les 3 facteurs que vous avez identifiés. Oui, alors c'est des facteurs complémentaires. Il y en a plein d'autres. Hein. Oui. La rareté, c'est notamment le foncier en Outre-mer, qui est une question à lui tout seul, le foncier. Le foncier, oui. Pour des tas de raisons, qui soient des raisons de taille des territoires, de capacité d'intervenir sur le territoire. Par exemple, si on prend la Guyane, certes, c'est le territoire le plus important de la taille nouvelle-calédonienne, ou comme on dit l'Autriche ou le Portugal, mais le foncier utilisable, il est limité. En plus, il y a des arbitrages sur ce foncier. Entre est-ce qu'on fait du foncier de développement économique, est-ce qu'on fait du foncier pour le logement, et dans quel type de logement, de préservation de la nature. Voilà. Il y a ça, c'est des décisions qui reviennent aux politiques au sens large et aux acteurs des territoires. Et puis après, il y a tout ce qu'on disait sur cette notion de cherté, avec des tas quand même de données. Avec, par contre, il y a des dispositifs de compensation, d'aide de l'État, peut-être de mobilisation des fonds européens, de nos prêts aidés, des dispositifs d'intervention, les crédits d'impôt. Il y a quand même des montages qui permettent d'équilibrer les opérations. Il y a tous ces éléments. Et puis après, il y a des données aussi intrinsèques. Quand vous avez des outre-mer... La démographie. Oui. Je veux dire, moi, j'ai pu servir un président de grande collectivité. Je vois des maires, par exemple, en Guyane. Alors, je n'irai pas sur le sujet de Mayotte, qui est tellement exceptionnel, sur lequel, en plus, je me dénie toute légitimité, puisque tout le monde est en train de regarder. C'est un sujet éminemment complexe, y compris une gestion de crise et ses temporalités. Mais pour la Guyane que je connais, il y a aussi un sentiment qui est difficile pour les acteurs, parce que d'être pratiquement sous l'eau de manière permanente, vous commencez à réaliser des opérations qu'il faut penser tout de suite aux suivantes, etc. Il faut quand même les faire de manière qualitative. Ça veut dire qu'il faut répondre à l'urgence en pensant quand même, et c'est une des thématiques, à faire aussi que ce soit du bâti qui répondent aux défis climatiques, qui soit qualitatif, qui soit adaptatif, parce qu'il y a l'évolution, par exemple, des mœurs, la décohabitation. Les Outre-mer aussi évoluent dans leur régime culturel et sociétal. Donc moi, je suis admiratif des acteurs et j'encourage, et je vois que justement, c'est très bien que des parlementaires se saisissent de cette question, que des élus de terrain, des élus communaux, parce que seuls, personne ne peut rien faire. S'il n'y a pas l'État, s'il n'y a pas les élus, s'il n'y a pas des acteurs comme nous, comme d'autres, s'il n'y a pas le monde économique, si on ne crée pas des filières, si on ne forme pas, le logement, ça dépend de l'ensemble des autres politiques, y compris les transports et autres. Alors, il y a les remèdes, on va y venir dans un instant. Vous allez nous présenter un peu en avant-première votre proposition de loi qui est tout à fait intéressante. Mais sur les causes, comment vous l'expliquez? Vous me disiez, vous, que les solidarités familiales, les structures familiales ont aussi, sont aussi une cause de cette aggravation de la crise du logement, en ce sens qu'on vit moins ensemble, les familles s'éclatent davantage, et c'est une cause importante, ça Alors, il est vrai qu'auparavant... C'est pas la seule, mais... C'est pas la seule, mais auparavant, on était très en mode famille dans les maisons. Donc, on avait souvent la grand-mère, le grand-père qui étaient avec nous. Et puis, l'évolution fait que nos jeunes, ils ont envie d'avoir leur propre foyer aussi. Donc, ça produit plus de demandes de logement. À cela, tout de même, s'ajoute, et je souhaiterais préciser aussi qu'il y a dans nos territoires, et c'est en lien avec la thématique de tout à l'heure, une certaine précarité socio-économique sur laquelle il faut absolument insister. Lorsque vous avez dans les Outre-mer et selon les territoires un nombre entre 13
13 et 30% de personnes qui sont au chômage, alors qu'en Hexagone, le taux est à 8%. Lorsque vous avez, selon nos territoires, entre 4 et 26% de personnes couvertes par le RSA, alors qu'en Hexagone, il y en a à peine que 5,2, il faut se poser aussi ces questions-là. Nous ne pouvons pas construire sans penser à nos indicateurs socio-économiques, sans penser à nos vulnérabilités, nos vulnérabilités économiques, nos vulnérabilités sociétales, climatiques, écologiques, traditionnelles. Tout cela fait que oui, cela est exacerbé. Et encore une fois, le fait d'être à 8000 km, le fait d'être à 12 000 km ou 16 000 lorsqu'on est dans le Pacifique, change la donne en termes de construction de logements et change la donne dans la manière dont on souhaite le faire. Il faut aussi le faire, je le dirais, en répondant aux exigences des populations. Moi, dans mon territoire ultramarin, par exemple, je vis autant dehors, sur ma terrasse, dans mon jardin, que dedans. Et donc, on nous impose de plus en plus des logements qui ne ressemblent pas à notre mode traditionnel d'habitat. Donc, oui, il faut construire plus, mais il faut construire mieux aussi. Et les causes doivent être aujourd'hui des leviers et non pas des freins. Alors, on va en venir dans un instant, Romaine. Je voulais quand même, Monsieur Tonnerre, Madame Bellim, que l'on parle de Mayotte et de nos amis mahorais. Quel impact ces crises climatiques, enfin ces deux cyclones qui se sont abattus sur l'archipel, ont eu sur le logement? Est-ce que vous avez quelques chiffres, quelques données à nous livrer? Alors, Mayotte, il faut le rappeler, avant Chido, c'était déjà un territoire avec 70% de taux de pauvreté. Mayotte, c'est un territoire où il y a toujours eu beaucoup de difficultés à obtenir des données, parce que pas d'observatoire des loyers, parce que pas de tel organisme ou de telles institutions. Donc, depuis sa départementalisation, Mayotte souffre de ces maux. Et nous avons, oui, par exemple, la Société immobilière de Mayotte, qui nous disait que suite à ce passage de Chido, dans son contingent, dans son parc de logements, qui compte à peu près 3200 logements, dont 1000 logements sociaux, eh bien, il y a 1500 logements qui ont été impactés. Et aujourd'hui encore, elle n'a pu faire que de menus travaux, des travaux dites de grandes urgences, mais elle n'a pas pu aller plus loin dans cela. Mayotte, c'est 63% de surpopulation dans les logements, contre à peine 10% en Hexagone. C'est aussi 38% des personnes qui n'ont pas accès à l'eau courante. C'est 59% de ces ménages qui n'ont pas de sanitaire. C'était cela, Mayotte, avant Chido. Avant. Aujourd'hui, je pense que vous avez vu les images, je pense qu'on n'a pas besoin d'étaler de chiffres, mais Mayotte a été totalement dévastée. C'est un territoire où il va falloir une vraie reconstruction. Et la reconstruction de logements à Mayotte, et je le pense sincèrement, doit être un levier de développement économique. On doit l'utiliser pour aider Mayotte à se reconstruire, à se construire économiquement également. Vous disiez, Monsieur Tonnerre, que le groupe Caisse des dépôts voulait aider Mayotte à reconstruire, mais à rebâtir mieux. Comment vous allez vous y prendre? Quelle est votre action pour... Là, le groupe Caisse des dépôts, mais je pense qu'il faut vraiment le souligner, se mobilise très fortement. Déjà, on a annoncé la mise en place d'une enveloppe exceptionnelle, très importante, avec des conditions très particulières. Ça veut dire que on va prêter grâce au livret A, grâce à la solidarité nationale, on va pouvoir prêter. Alors nous, on prête aux institutions, donc aux collectivités, aux futurs opérateurs sur la base de l'établissement public déjà foncier, aux bailleurs sociaux, pour leur permettre, et sachant qu'on est opérateur d'ailleurs à travers CDC Habitat, qui est une filiale 100% de la Banque des Territoires de la CIM, on va prêter à l'ensemble des opérateurs. On est en train de regarder avec tous les partenaires, parce que là, c'est clair, le défi de Mayotte présuppose qu'il n'y a pas un sauveur suprême, il y aura besoin justement de cette fédération d'acteurs, il y a besoin aussi d'un pilotage, d'une conduite de projet, parce qu'il y a la réponse immédiate à la crise, les services de base, il y a ce qu'on fait juste demain matin, qui est donc cette thématique de reloger, etc. Il y a l'anticipation aussi des besoins d'après. Il y aura une grande thématique aussi sur les déchets, des tas de sujets. Donc nous, on se met vraiment en ordre de marche, mais tout le groupe Caisse des dépôts, parce qu'on a plusieurs acteurs. On est à la fois sur des transports,
avec un certain nombre de nos filiales. On est sur le logement à travers notre filiale de CDC Habitat. On est la maison mère, ce qu'on indiquait, donc on mobilise nos ressources financières, notre expertise aussi en termes de conseil. On aspire justement que par rapport à ce qu'on sait, on arrive à construire quelque chose qui soit satisfaisant. Et oui, je pense que cette reconstruction est une opportunité économique, c'est certain, mais on le voit, il y aura quand même des questions sous-jacentes. Il y a la question qu'on retrouve sur tout l'outre-mer, assurantielle. C'est qu'à un moment, pour reconstruire, il faut aussi pouvoir trouver des assurances, que des entrepreneurs de BTP puissent avoir des garanties décennales, puissent avoir des sujets. Donc c'est une vraie question. Il faut aussi une filière de formation. Il faut aussi de la sécurité pour les opérateurs. Il faut penser aussi du logement, aussi, au-delà de la population, mais même pour les personnes qui viennent en renfort, en appui, ces travailleurs clés, soignants, etc. Il faut aussi qu'ils aient une capacité de logement. Donc on voit que la thématique du logement, de l'habitat, de manière générale sur Mayotte, est complexe. Et tout est lié. Et que le rôle départemental, justement, des lois qui sont en discussion et qui vont succéder, la mise en place d'outils, d'une forme de coordination. Mais coordination veut bien dire que l'ensemble des acteurs discutent, mais il y a bien une forme de programmation entre... Je pense que la temporalité est importante sur la crise. Il y a les réponses immédiates, les réponses de demain et les réponses d'après-demain. Et nous, on se dit qu'on a une capacité d'avoir le temps long pour accompagner tous les acteurs dans ces différentes temporalités. Voilà. Donc nous, on sera un partenaire d'appui pour être dans ce temps long, parce que tout ne va pas se traiter en un jour, et il ne faudrait pas qu'il y ait un effet en se disant, ben voilà, on en parle pendant 1 an ou 2, et après qu'on retombe. Mais je mesure, et je le redis, et on est modeste, je mesure l'importance des défis et des sujets qui ne relèvent pas de notre compétence de simple acteur, facilitateur et de financeur public. Temps long et vision un peu holistique, pour utiliser un terme à la mode. Alors, je ne vois absolument pas le décompte, donc n'hésitez pas à me faire signe quand il faudra donner la parole à la salle, et on la donnera volontiers. Venons-en maintenant à votre texte, puisque vous êtes législateur, sénatrice de La Réunion, et vous avez déposé une proposition de loi expérimentant l'encadrement des loyers et améliorant l'habitat dans les Outre-mer. Ça, c'est le titre de votre proposition de loi qui devrait être débattue courant mars et qui comprend 3 grandes idées. Je voudrais peut-être qu'on insiste sur la deuxième, mais on va quand même parler de la première et de la troisième. La première, d'abord, c'est, comme le nom de ce texte l'indique, il s'agit d'encadrer les loyers, à titre expérimental, je crois, dans les territoires ultramarins, comme ça se fait dans certaines grandes métropoles en hexagone, comme vous dites. Alors oui, vous aviez un dispositif qui a été mis en place ici. Ça a commencé à Paris il y a 10 ans et qui a donné la possibilité donc aux collectivités, aux maires notamment, de venir encadrer le loyer et donc de le geler au-delà des 20% par rapport à un loyer de référence, et cela bien sûr selon les prix des marchés. Donc ça, c'était il y a 10 ans à Paris. Puis suite à cela, il y a d'autres villes qui étaient victimes de spéculation immobilière et qui ont voulu émarger au même dispositif, tel que Lille, tel que Montpellier, tel que Bordeaux. Et encore en 2003, vous allez avoir, par exemple, le Pays Basque qui va pouvoir y émarger. Le problème, c'est que la manière dont on a, designé le dispositif excluait de facto nos territoires. Parce que, par exemple, il fallait que ce territoire ait un observatoire des loyers. Pas tous les territoires des Outre-mer, je le disais tout à l'heure, ont un observatoire des loyers. Il fallait que ces territoires soient dites communes tendues. Or, nous n'avions pas révisé pour les Outre-mer le taux de logements vacants ou d'occupation des loyers dans nos Outre-mer. Et donc, de facto, nous étions exclus de ce dispositif qui finalement fonctionne. Et donc, aujourd'hui, il est juste et légitime de demander à ce que cet encadrement des loyers soit possible. Alors, encadrement des loyers dans le secteur privé, j'entends, que soit possible pour nos Outre-mer, parce que nous observons, dans certains territoires, des loyers qui sont équivalents à ce qui existe, comme je disais, à Montpellier, Bordeaux, etc., etc. Encadrement dans tous les territoires. Encadrement, alors c'est vraiment, il faut faire attention, ce dispositif, c'est vraiment donner la possibilité aux maires de pouvoir
protéger les locataires d'une part, de la spéculation foncière, mais surtout lui doter d'un outil supplémentaire dans l'arsenal afin de pouvoir réguler l'offre et la demande, tout simplement sur son territoire. Donc le maire, il aura cette possibilité de le faire pour un secteur donné de sa ville et bien sûr dans un temps donné. Mais c'est une possibilité supplémentaire qu'on souhaite donner aux maires ultramarins, tels que l'ont les maires de Paris, de Montpellier, etc. Ça marche. Si ça marche ici, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas chez nous. Alors, la deuxième proposition, elle est peut-être plus originale. Elle porte sur les normes. Alors, nous, au Point, ça fait des années qu'on milite contre l'inflation normative, mais là, c'est pas tant de cela qu'il s'agit. Vous dites il y a sans doute trop de normes, mais surtout, la norme, on parle des process de construction, des matériaux, les normes qui sont applicables en France et dans les territoires ultramarins est la même, elle est homogène, or elle n'est absolument pas adaptée, dites-vous, à votre habitat, les latitudes tropicales qui sont les vôtres, le climat, la géographie, l'insularité. Et vous dites qu'il faut en finir avec ces obligations de construire chez nous comme en hexagone, parce que ça ne va pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les normes européennes, les normes françaises qui vous accablent, semble-t-il? Alors on parle bien de normes de construction. On parle de normes de construction. Alors juste pour cela, vous rappelez tout de même qu'en avril dernier, l'Union européenne a finalement levé cette obligation d'avoir des marquages CE sur les produits ou les process dans les territoires ultramarins. Et c'est une opportunité pour nous. C'est une opportunité parce qu'il faut observer ce qui se passe, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. Donc, je vous invite à faire un voyage de 16 000 km. Donc, la Nouvelle-Calédonie est un territoire qui a une certaine autonomie et qui a décidé de créer un référentiel technique pour la construction. Et ce comité, finalement, il a été soutenu par les filières du BTP, par les assureurs, mais également par le Congrès de Nouvelle-Calédonie. Et finalement, ils ont la possibilité de monter des référentiels avec leur savoir-faire, de travailler avec les pays du Pacifique. Donc, par exemple, ils travaillent en ce moment sur les normes sismiques avec l'Australie, qui est beaucoup plus en avant-poste, je dirais, sur cette thématique. Ils peuvent travailler avec le Japon. En tout cas, ils ont la possibilité, dans leur bassin régional, de se faire importer des produits au lieu de venir prendre les produits ici en Europe. Et cette réflexion, elle est censée au final. Est-ce que c'est cohérent quand on habite en Guyane, par exemple, de faire venir du bois d'Ukraine ou d'Europe, de Pologne, alors qu'on a le Brésil qui est juste à côté ? Est-ce que c'est cohérent quand on est à Saint-Pierre-et-Miquelon, pareil, de faire venir des produits d'Europe alors qu'on a le Canada qui est juste à côté et qui construit? Ces pays, ils font aussi de la construction de logements. Et nous avons des process et des matériaux qui se ressemblent et qui sont semblables. La manière dont on pose les carreaux, le carrelage, il est identique partout. Alors pourquoi nous obliger à faire venir des carreaux et le liant d'Europe, alors qu'on pourrait finalement importer juste à côté, ce qui nous permettrait d'avoir des distances moins longues, ce qui nous permettrait aussi d'aller à l'encontre de la pénurie de certains matériaux en Europe, pénurie qui fait que les coûts augmentent, ce qui nous permettrait de faire des circuits courts, ce qui nous permettrait de faire de la coopération moins d'intermédiaires et donc moins des prix plus abordables. Et puis, quand on agit sur les coûts de matériaux de construction, on agit également finalement sur les coûts de sortie des loyers. Et on agit aussi sur le pouvoir d'achat des ultramarins. Dans certaines communes ultramarines, à Saint-Denis par exemple, un habitant il consacre pratiquement 80% de son revenu au loyer, ce qui est énorme. Alors si on arrive à agir sur les coûts de sortie de loyer, ça nous permet aussi d'agir contre la vie chère. Non seulement c'est énorme, mais c'est impossible. On en parlait tout à l'heure hors antenne, si j'ose dire, avec Monsieur Tonnerre. Bon, c'est dingue comme ça défile, il nous reste 3 minutes. On va prendre 2-3 questions de la salle. Dans le public peut-être. On a quelqu'un au premier rang. Je ne sais pas si les hôtesses et hôtes peuvent descendre par ici. Avec les lumières, je vous avoue que je ne vous vois pas tellement. Voilà, le micro descend jusqu'à vous, monsieur. Allez-y, on vous écoute. Oui. Maintenez votre micro bien près de votre bouche. Ça devrait... Oui, bonjour. Ignace, secrétaire général de l'association Ultramarin d'Ubud, association qui se bat contre le billet d'avion trop cher, un prix abusif. Bien, ma question concerne 3 parties. La Guyane, vous voulez, Madame la sénatrice, vous voulez effectivement vous battre contre cette problématique de logement. Mais comment vous allez pouvoir le faire, en tout cas en Guyane, sachant que l'État détient la totalité du foncier? Alors, est-ce qu'il va y avoir une loi
pour enfin que les maires, au moins les maires de Guyane, puissent récupérer le foncier. Ça, c'est la première. Peut-être on peut laisser... Non, mais mes questions sont tellement courtes que ça va être... Allez-y alors, on vous en... L'autre question, ça concerne bien sûr, sur cette problématique, il y a à peu près 3 millions de personnes et les 3 millions ne sont pas concernés, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas plus simple de faire un plan d'urgence et financé par l'État pour qu'on puisse construire des logements sociaux au sein des territoires, tout simplement? On peut peut-être donner la parole. Pardon, j'avais encore une troisième question. Pardon. C'est la question sur le plan quinquennal de 2023-2027. Est-ce que ce plan-là est appliqué chez nous? Et sinon, ça sous-entend qu'encore une fois, nous avons un traitement digne de colonie. Qui veut répondre à ces trois questions, cette triple salve de questions? Je peux prendre une partie? Oui, allez-y. Alors, oui. monsieur, ça ne répond peut-être pas précisément à vos questions, mais la politique du logement, elle est vraiment liée à la politique de la construction. La commande publique, on le sait, dans nos territoires, elle est essentielle. Et aujourd'hui, elle est en berne. Ce que moi je propose, c'est de créer dans chacun de nos territoires, en fait dans nos bassins géographiques, des comités référentiels techniques qui vont venir finalement pas créer des normes, mais travailler sur des produits, sur des process autour de nous pour faire baisser les coûts de construction. Elle est là la proposition que je veux faire. Pourquoi? Parce que le coût de construction est en train de... Et la pénurie aussi des matériaux des produits européens continue à faire diminuer le nombre de constructions de logements. Et c'est dramatique. Alors, l'État, elle toute seule, ne pourra pas financer tous les logements. Il va falloir aussi peut-être s'ouvrir à de nouveaux partenaires. Et je pense que c'est important. Il va falloir peut-être, dans la LBLU, créer des lignes dédiées, par exemple, au surcoût architectural. Parce que notre architecture, dans l'hémisphère sud, avec le climat tropical que l'on a, ne peut pas être la même architecture que sur le continent, ici dans l'hémisphère nord. Ce n'est pas la même chose. Et donc, toutes ces choses-là, il faut qu'enfin elles soient prises en compte. Donc, de créer dans nos bassins, c'est mon idée, alors elle n'est peut-être pas bonne, mais de créer dans nos bassins un comité qui fait ce travail-là, qui est coordonné par une unité ultramarine, parce qu'il faut quelqu'un qui coordonne, va permettre des incohérences comme à Mayotte, le lycée des métiers du bâti a été construit avec de la brique en terre crue. Voyez-vous, ils ont fait tout un référentiel, ils se sont investis. Et ce lycée, lui, il a résisté à Chido. Monsieur Tonnerre, vous en pensez quoi de cette... Je peux juste terminer? Oui, je vous en prie, Guyane est en train actuellement de monter un référentiel sur l'utilisation de la brique en terre crue. Ce référentiel existe déjà. Et on est en train de perdre de l'argent à remonter des analyses et des recherches alors que ça existe déjà. Et si on avait la possibilité de partager les choses, cela ferait moins de dépenses. C'est une partie de réponse. Monsieur Tonnerre, vous en pensez quoi de cette proposition? Je pense de ce que dit notamment Madame la sénatrice sur la nécessité d'avoir de la souplesse. J'ai dit, moi j'ai été dans une collectivité en Guyane, il y avait la mise en place de la filière bois, je sais qu'il y a tout un travail qui est conduit d'ailleurs qu'on soutient sur la filière bois en Nouvelle-Calédonie pour l'intégration à Mayotte, il y avait du travail qui est fait et qui devrait se poursuivre sur le bâti tropical, comme à La Réunion d'ailleurs, il y a une chose qui est soutenue par France 2030. C'est dans mon rôle, et je m'en excuse auprès de monsieur, je vois quand même que là, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la solidarité nationale, elle existe, elle est très réelle. Je dis attention, des fois, dans un centre de perception qu'on peut avoir, par exemple en Nouvelle-Calédonie, il y a des compétences qui sont exercées. Mais à un moment, l'État intervient là où il n'a plus de compétences. Et c'est bien avec la solidarité nationale. Il y a quand même des choses qui sont assez exceptionnelles qui sont faites aussi. Je pense qu'il faut un dialogue serein. On est capable, à notre époque, d'avoir des relations équilibrées. Moi, j'ai servi un président de région qui était un vrai régionaliste, qui estimait que les sujets locaux et régionaux devaient être décidés au niveau régional. Mais en même temps, on était content à un moment aussi d'avoir une vraie solidarité nationale que je perçois. Et si la Banque des territoires, elle intervient, je le dis, dans les mêmes conditions pour une commune de Mayotte que pour le département des Hauts-de-France. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même régime, y compris d'autofinancement, etc. Et il faut, oui, être capable d'ouvrir. Donc je pense que ce type de comité, ce dialogue sur la bonne adaptation des normes, et nous on est contents parce qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai qu'à un moment tout est dans le droit, hein, pour intervenir et faire bonifier avec nos prêts qui sont les meilleurs pour des
prêts entre guillemets écologiques, il faut bien qu'on ait un référentiel et également de normes, parce que si on conditionne à des normes suffisantes écologiques, donc je crois à un moment qu'il faut de la souplesse locale, je crois qu'il faut maintenir une forme de solidarité nationale, et c'est un peu ce qu'on dit, une forme de pilotage, et je pense qu'on est suffisamment adulte, moi c'est ce que j'espère, pour qu'on arrive à bâtir des choses ensemble. Et c'est là où il y a une responsabilité très forte dans ces crises ultramarines des élus, des parlementaires, du dialogue aussi entre les élus régionaux, locaux, etc., et avec l'État, avec un exécutif, des partenaires comme nous, parce que les équilibres économiques, à un moment, sont assez fragiles. On le voit en Nouvelle-Calédonie, il suffit, y compris lorsqu'on exerce des compétences, de quelque chose qui déstabilise le système pour que tout se fragilise. Et là, il faut qu'il y ait une solidarité nationale qui puisse s'exercer de manière opportune et nécessaire. Et je dis bien nécessaire, mais il faut bien accepter qu'on a quand même cette chance. Et je me permets, c'est juste le petit message, je pense qu'on a quand même de la chance. Alors, notre République est peut-être imparfaite. La relation avec l'outre-mer, elle doit certainement s'améliorer. Il y a plein de rapports. D'ailleurs, je lisais les derniers rapports parlementaires sur l'évolution institutionnelle des outre-mer. Il y a des choses très intelligentes à dire, mais je pense qu'il y a des débats. Et d'ailleurs, on le voit, qu'il faut maintenant dépasser de dogmatique. Moi, j'ai connu le 73-74, un débat qui ne menait à rien du tout. Il faut de l'intelligence pour passer les fameuses mutations des outre-mer. Merci. Malheureusement, je crois que le temps... Merci à nos invités, merci beaucoup Nicolas et merci à vous pour vos questions. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Outre-mer aux avant-postes. À tout de suite.